15 octobre 1943, 16h47, rue des Martyrs. Paris occupé. La pluie automnale s'abat comme un déluge de plomb froid sur les pavés irréguliers du quartier Montmartre, transformant chaque marche en un glissement précaire où les semelles usées des bottes de cuir patinées cherchent une prise fantôme sur la pierre luisante, tandis que le sergent-chef Henri Duval, du 2e bureau français, 32 ans de fatigue accumulée dans les os, sans le poids de son revolver matriculé 732, un MAS-35 chargé de 8 cartouches nickelées qui cognent sourdement contre sa hanche gauche à chaque pas hésitant, et l'air chargé d'une odeur âcre de charbon mouillé et d'égouts débordants envahit ses narines dilatées par l'angoisse sournoise qui lui noue l'estomac depuis des semaines de planques inutiles dans cette ville strangulée par les Boches. Ses doigts engourdis par le froid, protégés par des gants troués aux articulations, serrent convulsivement le col de son imperméable kaki trempé qui colle à sa peau comme une seconde épiderme glacée, et il maudit intérieurement le hasard qui l'a poussé ce soir-là à fouiller les poches d'un cadavre anonyme ramassé dans une ruelle adjacente, un civil au visage tuméfié par des coups de crosse, les lèvres bleuies figées en un rictus de surprise éternelle, dont l'unique contenu notable était cette facture froissée de pressing, jaunie par l'humidité, émise par chez Madame Leroy, 12 rue des Saules, pour un costume gris perle nettoyé le 8 octobre, remis le 10, avec une annotation manuscrite presque illisible, répétée tous les mardis, contacte L. Duval sent encore la texture rugueuse du papier bon marché sous ses ongles, imprégné d'une vague odeur de naphtaline et de sang séché qui s'est mêlée à celle de la cordite résiduelle des rafales de MP40 qui ont fauché l'inconnu lors d'une fusillade nocturne contre une patrouille allemande, un espion liquidé par ses propres, sans doute, pour couvrir ses traces, mais ce reçu, ce misérable bout de papier ordinaire, a allumé en lui une étincelle de suspicion qui refuse de s'éteindre malgré le déluge qui martèle maintenant son chapeau mou dégoulinant d'eau sale. Il s'arrête sous l'auvent étroit d'une boulangerie fermée, où l'odeur fantôme de pain rassis se heurte à celle du tabac froid de ces dernières Gauloises écrasées par mégarde dans la boue de la veille, et déplie précautionneusement le reçu protégé dans une pochette de celluloïd huilé, ses yeux plissés, scrutant les lettres dans la lumière déclinante d'un réverbère vacillant sous les bourrasques. « Contacte elle », répète-t-il en silence, le cœur battant un rythme désordonné contre ses côtes endolories, par des nuits sans sommeil, sur un grabat infesté de puces dans un sous-sol de la rue Lafayette. Et il imagine déjà les ramifications invisibles de ce réseau fantôme, ces ombres soviétiques qui tissent leur toile dans les plis de l'occupation, profitant du chaos pour relayer des secrets volés aux usines Renault ou aux dépôts de munitions alliées parachutées en zone libre. Le froid remonte le long de ses mollets gainés de chaussettes trempées. Un froid qui mord comme des crocs de fer, et il sent la sueur de la peur perler sous ses aisselles malgré la température qui frôle le zéro. Une peur viscérale, animale, celle du chasseur qui sait qu'il pourrait devenir proie à tout instant si un feldgendarme en patrouille remarque son allure trop circonspecte. Son regard qui fouille les porches sombres où des silhouettes furtives se fondent dans l'ombre comme des spectres affamés. Duval range le papier, ajuste la jugulaire de son béret kaki effrangé et repart d'un pas lourd, chaque foulée envoyant des ondes de fatigue dans ses cuisses noueuses, muscles tendus par des années de sabotage clandestin depuis 1940, depuis cette nuit maudite à Dunkerque, où il a vu son régiment fondre sous les Stukas hurlants, leurs sirènes Daimler-Benz vrillant l'air, comme des lames de rasoir dans le crâne. La nuit tombe vite ce soir-là. Un manteau d'encre épaisse ponctué par les faisceaux intermittents des phares blindés de Kübelwagens qui grondent au loin sur le boulevard Rochechouart, leur moteur Maybach vibrant à travers le pavé jusque dans la moelle de ses os, et Duval slalom entre les flaques miroitantes qui reflètent les affiches délavées de la propagande Abetz clamant « La France est à l'Allemagne ».
ignorant les crampes qui lui tordent les mollets à chaque virage brusque pour éviter les groupes de requis en bleu de travail qui titubent ivres de calvaos frelaté. Il atteint enfin le 12 rue des Saules à 17h22, une façade étroite au volet clos d'un pressing modeste dont la vitrine embuée exhale une vapeur chaude de solvant chimique qui pique les yeux et irrite la gorge, mélange âpre de benzène et de sueur humaine accumulée dans l'atelier exigu à l'arrière. Ses bottes crissent sur le gravier mouillé de l'entrée, et il pousse la porte d'une main gantée, déclenchant un carillon nasal qui teinte comme un glas dans le silence oppressant, tandis que l'air surchauffé l'enveloppe d'un coup, chargé d'humidité et d'une odeur entêtante de tissu imprégné de crasse urbaine. Costume de fonctionnaire collaborationniste, manteau de pute du Pigalle, uniforme de milicien taché de vin et de vomi, Madame Leroy, une quinquagénaire massive aux joues rougies par la chaleur des fers à repasser, lève un regard suspicieux de derrière son comptoir encombré de tickets perforés et de brosses à poussière, ses mains calleuses posées sur un fer encore fumant qui siffle doucement contre une chemise amidonnée. « Oui, monsieur » grogne-t-elle, d'une voix rauque éraillée par des décennies de tabac caporal et de cris dans l'atelier, et Duval, sans son pouls, s'accélérer. Un tambourinement sourd dans les tempes qui noie presque le tic-tac d'une horloge murale déréglée. Il sort le reçu d'un geste lent, presque théâtral, le tenant à hauteur de ses yeux pour qu'elle le voie bien sous la lumière jaunâtre d'une ampoule à filaments tremblotante, et il articule d'une voix basse, feignant l'indifférence d'un client mécontent. « Ce ticket, madame. Mardi prochain, comme d'habitude, contacte elle. » Le temps s'étire en une éternité gluante, tandis qu'elle pâlit imperceptiblement, ses lèvres pincées formant une ligne exsangue, et Duval perçoit le frémissement de ses narines dilatées, captant son odeur, mélange de tabac froid, de peur salée et de métal huilé du revolver qui gonfle sa poche intérieure. Elle hésite, ses doigts boudinés triturant nerveusement un écheveau de fil, et dans ce silence étouffé par le bourdonnement d'un ventilateur rouillé, il imagine les fils invisibles se tendant, ce L. Qui pourrait être un officier du NKVD infiltré, un résistant dévoyé par Moscou, ou pire, un agent double dormant depuis les purges de 1937. « Oui, oui, monsieur », murmure-t-elle enfin, les yeux fuyant vers la porte de l'atelier, où des ouvrières courbées sur des machines à vapeur halètent dans la pénombre, et Duval sent la tension se cristalliser en lui comme du verglas sur une lame de baïonnette, sachant que ce premier aveu, si ténu soit-il, est le levier qui pourrait faire basculer tout un réseau clandestin vers la lumière impitoyable des interrogatoires au 84 avenue Foch. Les jours suivants se muent en un supplice lent, une lente combustion intérieure où chaque heure éveillée est une bataille contre l'épuisement qui alourdit ses paupières comme des sacs de sable détrempés. Duval, planqué dans un grenier mansardé, surplombant le pressing, à travers les rideaux jaunis d'une fenêtre aux vitres fendillées par un éclat d'obus de 1940, observant les allées et venues sous un ciel perpétuellement bas et plombé. Le 19 octobre, 11h14, un homme élancé en gabardine grise pousse la porte, paie un costume identique au reçu, gris perle, taille 48, col dur, et repart d'un pas vif vers le métro Barbès, ignorant le chat famélique qui miaule dans l'ombre d'une poubelle débordante de trognons de choux et de mégots ramollis. Duval descend 4 à 4 les marches craquantes de l'escalier, aux murs suintant d'humidité, ignorant la morsure renouvelée du froid qui raidit ses articulations arthrosiques prématurées, et se lance à sa poursuite, le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre sa poitrine comprimée par un gilet pare-balles improvisé en plaque de tôle rivetée sous sa chemise kaki. La filature s'étire dans les entrailles grouillantes du métro, où l'air vicié de sueur rance et de relents d'urine stagnante colle à la peau, les wagons bondés de travailleurs havent pressés les uns contre les autres dans une promiscuité forcée qui fait perler la sueur froide dans le dos de Duval,
ses yeux rivés sur la nuque rasée de l'inconnu. Elle, peut-être, avec ses favoris grisonnants et son port altier d'officier déclassé, évitant de justesse une bousculade près des strapontins où une femme enceinte vomit tripes et boyaux sur le plancher poisseux. Tu sens le balancement hypnotique du wagon te ballotter comme un pantin désarticulé, tes doigts crispés sur la barre d'appui glacée dont le métal mord ta paume à travers le gant usé. Et chaque station, Anvers, Pigalle, Blanche, est une respiration haletante où tu crains que ton souffle rauque, imprégné d'une peur acide qui remonte de tes entrailles, ne trahisse ta présence parmi la foule anonyme au visage creusé par la faim et la résignation. L'homme descend à Lamarque-Caulaincourt à 11h37 et tu le suis dans l'escalier mécanique aux marches gluantes de crachats et de boue, remontant à la surface où un vent coupant chargé d'iodes lointains de la Seine fouette ton visage barbichu, rougissant tes joues gercées. Il bifurque dans une impasse bordée de garages clandestins où des mécaniciens noirs de Grèce bidouillent des moteurs de Citroën trafiqués pour le marché noir. Et là, sous un porche au linteau noirci par la suie, il s'arrête, allume une cigarette russe, papyrossa au papier brun jaunâtre qui exhale une odeur âcre de Mahorca bon marché, et regarde autour de lui d'un air trop nonchalant. Duval plaque son dos contre un mur lépreux, sentant les briques rugueuses érafler son imperméable, le revolver dégainé à demi dans sa main droite, canon froid contre sa paume moite, et le temps s'étire à nouveau, chaque bouffée de tabac de l'espion potentiel flottant comme un signal olfactif dans l'air saturé d'essence frelatée et de relents de friture des friteries voisines. La filature se poursuit ainsi, jour après jour, une danse macabre sous la surveillance omniprésente des patrouilles de la Feldgendarmerie en sidecar BMW R75 grondant, dont les moteurs 2 cylindres boxés vibrent jusque dans tes os quand ils passent trop près, forçant des détours frénétiques dans des cours intérieurs encombrés de ballots de linge sale et de vélos rouillés. Le 22 octobre, mardi suivant, 14h05, elle. Identifié désormais comme Léonard Voss, alias Lucas, ouvrier aux usines Gnome et Rhône à Gennevilliers, où il chaparde des plans de moteurs d'avions alliés capturés, récupère un nouveau costume au pressing. Et cette fois, Duval remarque l'échange discret. Un rouleau de pellicule 35 mm glissé dans la poche intérieure par les doigts agiles de Madame Leroy, dont les ongles rongés trahissent sa propre implication dans ce ballet clandestin. La découverte te frappe comme une gifle, un uppercut au plexus qui te plie en deux dans l'ombre d'un porche opposé. La bile remontant dans ta gorge, tandis que tu visualises les ramifications. Voss relayant à un sous-agent à Bilancourt, qui photographie des schémas de chars Sherman sabotés, transmet via radio clandestine à un opérateur NKVD planqué dans un grenier de Belleville, émettant en morse sur 7-5 MHz vers Moscou, où Staline en personne suit les rapports sur le front de l'Est, où chaque char volé coûte des milliers de virus sous les T-34 embourbés dans la boue de Koursk. Duval alerte son réseau par pigeons voyageurs entraînés. Ces volatiles gris-bleu aux pattes baguées qui s'envolent dans la nuit avec des microfilms enroulés dans des tubes de quinine. Et le 25 octobre, 03h12, une petite unité du 2e bureau. 4 hommes en tout. Lui-même, le lieutenant Marcel Le Renard, Benoît, 28 ans. Cicatrice à la joue gauche, souvenir d'un duel au couteau avec un milicien à Lyon. Le caporal radio Pierre Lemoine, 24 ans, dos voûté par le port d'un poste BCRA 3 kg, et 2 résistants anonymes armés de fusils FM 24-29, convergent vers un entrepôt désaffecté au bord de la Seine à Aubervilliers, repère présumé du réseau d'après les filatures croisées. L'air nocturne est un mur de froid humide qui plaque leurs vêtements contre leur peau transie. L'odeur de fuel rance des péniches amarrées, se mêlant à celle de leur propre corps en sueur d'appréhension. Bottes claquant sourdement sur les quais glissants où des rats gros comme des chats
fuit dans les flaques huileuses. Tu portes le Thompson américain parachuté par la RAF en avril. Chargeur 30 cartouches. 45 ACP pesant comme une enclume contre ta hanche, canon encore froid du holster graissé, et chaque pas vers la porte rouillée de l'entrepôt fait trembler tes genoux. Un tremblement qui remonte en vagues nauséeuses jusqu'à ta nuque raide. Car tu sais que 4 contre un réseau entier, c'est des odes impossibles. Un suicide calculé où un seul éclat de grenade Mills pourrait transformer tes tripes en confettis sanglants sur le béton écaillé. La porte cède sous un coup d'épaule de Benoît, qui grogne un « En avant !» étouffé, et l'intérieur les engloutit dans un chaos sensoriel. Odeur suffocante de caoutchouc, brûlé des postes radio surchauffés, crépitement de lampes à vide, piles de documents codés en piles instables sur des caisses de munitions soviétiques estampillées PPP, PPSH-41, à tambour 71 coups, et 5 ombres se dressent dans la pénombre percée par une unique loupière à pétrole dont la flamme danse follement, projetant des ombres monstrueuses sur les murs tagués de graffitis cyrilliques. Le premier tir part à 03h17, une rafale de MP40 allemandes récupérées qui déchire l'air en un hurlement strident de frelons enragés, les balles 9 mm Parabellum ricochant sur les piliers de fonte avec des étincelles jaunes qui illuminent fugacement les visages tordus par la haine. Voss en tête, yeux exorbités, lèvres retroussées sur des dents jaunies, et Duval plonge derrière une caisse éventrée d'où s'échappe une odeur de poudre noire et de graisse rance, son Thompson crachant à son tour une bordée de 45 qui fait vibrer son épaule comme un marteau pilon, l'air s'emplissant instantanément d'une brume âcre de cordite qui brûle les poumons et fait tousser le moine. Projeté au sol par un éclat qui lui entaille la cuisse, son sang chaud giclant en arc sombre sur le béton froid. Les secondes s'étirent en une éternité de feu et de fer. Chaque déclenchement de culasse, clac-clac métallique du Thompson, ratcheting humide du PPSH, résonnant comme un glas dans tes tympans saturés, le poids du chargeur se vidant goutte à goutte de ses projectiles voraces qui fauchent un opérateur radio au torse ouvert en une fleur rougeoyante, ces hurlements avalés par l'explosion d'une grenade F1 lancée par Benoît qui pulvérise une table en éclats de bois urticants et de verre pilés, projetant des flammes voraces qui lèchent les papiers codés en un brasier crépitant. Tu rampes, ventre au sol, sentant la rugosité granuleuse du béton râper tes coudes à travers la toile kaki déchirée, le cœur cognant si fort qu'il te semble prêt à éclater dans ta poitrine oppressée par la fumée âcre qui forme un plafond toxique, et tu vises Voss à travers les volutes dansantes, ton index engourdi pressant la détente dans un spasme irréversible. La balle. 45, traversant son épaule droite, dans un craquement d'os broyés, et un geyser de sang mousseux qui éclabousse le mur en motifs abstraits. Le lieutenant Benoît hurle « Couvrez-moi » d'une voix éraillée par la peur et la rage, chargeant avec son MAS-36 à baïonnette fixe, lame nickelée luisant sinistrement, et embroche un sous-agent au ventre, le couteau s'enfonçant avec un bruit de succion humide, suivi d'un gargouillis écœurant, tandis que les tripes fumantes se déversent en bouillie chaude sur ses bottes. Le combat s'enlise dans une furie confinée, les murs résonnant des chocs sourds des corps heurtant le sol, odeur métallique du sang se mêlant à celle du phosphore, des balles traçantes qui zèbrent l'obscurité en lignes incandescentes, et Duval recharge d'une main tremblante, les cartouches cliquetant dans le chargeur comme des dents claquant de froid, sentant la chaleur résiduelle du canon rougir son gant, tandis qu'un résistant anonyme s'effondre à ses côtés, gorge tranchée par un éclat de shrapnel, son dernier souffle un râle bouillonnant de bulles roses qui imprègnent l'air d'une puanteur féreuse. Voss, titubant, dégaine un Tokarev TT-33 soviétique, son canon de 7, 72 mm crachant une flamme orangée qui frôle ton oreille gauche, le souffle brûlant te carbonisant les poils temporaux dans une odeur de cheveux roussis,
et tu ripostes d'instinct, tes balles martelant son torse en impact sourd qui le projette contre un pilier, son corps glissant lentement au sol, en laissant une traînée visqueuse, yeux vitreux fixant le plafond, noircissant sous la fumée. Le silence tombe enfin à 03h29, un silence assourdissant, cotonneux, ponctué seulement par les craquements du feu mourant et les gémissements de Lemoine se vidant de son sang sur le béton poisseux, où des douilles fumantes teintent encore en refroidissant. Et Duval s'effondre à genoux, le Thompson pendant mollement dans sa main inerte, le poids écrasant de la survie s'abattant sur lui comme un sac de ciment détrempé. L'après se traîne dans une lenteur infinie, le caporal Lemoine évacué sur une charrette de fortune tiré par un cheval famélique dont les sabots ferrés claquent échoïquement sur les pavés déserts. Son garrot de fortune, imbibé de sang coagulé, pulsant faiblement sous les bandages arrachés à une chemise de rechange, tandis que Duval fouille les corps encore tièdes, extirpant des carnets codés en Vigener, pages froissées tachées de sueur et de sang, révélant des contacts à Lyon, Marseille et même un lien avec un officier américain à Alger. L'odeur de mort naissante, douceâtre et fécale, montant des entrailles exposées comme une brume invisible. Benoît vomit tripes et boyaux dans un coin sombre, son corps secoué de spasmes incontrôlables, libérant l'acide bilieux qui brûle sa gorge, et tu restes là, assis sur une caisse éventrée, le revolver posé sur tes genoux, sentant le froid nocturne reprendre possession de tes membres engourdis, chaque respiration un rappel lancinant des poumons irrités par la cordite persistante qui flotte encore comme un linceul chimique. Voss est traîné jusqu'à un camion Citroën U23 réquisitionné, ses menottes mordant ses poignets pâles veinés de bleu, et dans la lumière crue des phares, son regard croise le tien, un mélange de défi haineux et de résignation brisée, murmurant en russe approximatif « Pour la patrie !» Mais Duval ne répond pas, trop accablé par le poids moral de cette victoire amère, sachant que ce réseau n'était qu'une mèche dans une poudrière plus vaste, que chaque reçu anodin comme celui du pressing pouvait cacher des traîtrises capables de faire basculer des batailles entières, des divisions entières sous les obus de 90 mm ou les roquettes Katyusha. Les heures s'étirent jusqu'à l'aube blafarde du 26 octobre, où un détachement de la milice en berlier GBC ronflant arrive pour sécuriser la scène, leur Mannlicher 34-39 à l'épaule claquant en saluant Guindé. Mais Duval refuse de céder Voss aux tortionnaires de Darnan, arguant d'un ordre direct de Londres via BBC. Priorité absolue au réseau rouge. Et le transporte lui-même au fort de Vincennes, où les murs séculaires suintent l'humidité froide des cachots médiévaux réaménagés, l'air chargé d'une odeur éternelle de moisissure et de désespoir humain accumulé. L'interrogatoire commence à 09h45, sous une unique ampoule pendante qui balance comme un pendule de Foucault, Voss attaché à une chaise paillée aux pieds boulonnés, torse bandé imprégné de iodoformé qui pique l'air d'une odeur hospitalière aseptique, et Duval pose la question fatidique, la voix rauque d'épuisement. Le suivant, Voss, le contact du 2 novembre? Les lèvres gercées de l'espion remuent, hésitent, et dans ce silence tendu où tu entends ton propre pouls marteler tes tempes, il craque enfin, vomissant une litanie de noms. Lucien à la SNCF, Olga la dactylo au ministère des Approvisionnements, Ivan le radio à Montmartre. Chaque aveu un claquement de fouet qui fait saillir les veines de son cou, révélant un réseau tentaculaire de 22 agents soviétiques infiltrés depuis 1941, relayant des secrets sur les convois alliés de Normandie, les codes Enigma compromis, les positions de batterie de 105 mm à Cassino. Mais la victoire est un leurre fade, un poison lent qui ronge l'âme. Duval sort du fort à 18h22, le ciel crachant une nouvelle averse qui lave à peine le sang séché sur ses bottes, et il erre dans les rues de Belleville, sentant le vide abyssal de la perte,
Le résistant anonyme au couteau dans la gorge entend ses rêves déjà peuplés de fantômes de Dunkerque, le poids de son Thompson déchargé, alourdissant sa démarche chancelante. Chaque pas, un rappel que ce reçu de pressing, ce fragment anodin de papier bon marché imprégné de naphtaline, a démantelé un réseau qui aurait pu coûter des milliers de vies sur les plages du débarquement imminent. La nuit retombe, implacable, et tu t'effondres sur ton grabat infesté, le corps rompu par une fatigue qui colle tes paupières comme de la glu, l'odeur persistante de cordite et de sang collé à ta peau, écoutant au loin les sirènes d'alerte aérienne annonçant un raid RAF sur les raffineries de Mazingarbe, sachant que demain, un nouveau reçu, une nouvelle piste t'attendra dans les plis sombres de cette guerre sans fin, où chaque décision isolée pèse comme le monde entier sur des épaules d'hommes ordinaires brisés par l'impossible. Le 7 juin 1944, l'aube se lève sur Paris comme une lame émoussée, un gris laiteux filtré par les nuages bas qui étouffent les toits de tuiles noircies. Tu t'arraches au grabat à 05h47, les muscles noués par un sommeil hanté de visions floues. Voss, les yeux exorbités, le résistant au couteau fuyant dans un égout puant, et déjà, Duval est là, silhouette tassée dans l'encadrement de la porte. Une cigarette mâchouillée pendant au coin des lèvres, tendant un nouveau reçu de pressing plié en 4, froissé comme un secret trop longtemps gardé. Lucien, SNCF, quai 14, Lille Flandre, train de 07h12 pour Calais-Maritime. 2 valises marron, billets au nom de Dupont. Le camion Citroën B14 tousse ses gaz d'échappement dans les ruelles de Belleville, phare masqué par les fentes occultantes obligatoires, et tu serres le Thompson contre ta poitrine, le métal froid mordant à travers le tissu kaki trempé de rosée. Duval conduit en silence, mâchoire crispée, les pneus crissant sur les pavés glissants d'une averse nocturne, passant les barrages Feldgendarmerie, sans un regard pour les patrouilles en sidecar BMW, ronronnant comme des bêtes affamées. Lille, à 07h08, pile, le train ulule son sifflet strident. Vapeur blanche se mêlant à la bruine qui fouette les visages hâves des voyageurs, mineurs au fond des poches, putes du port aux lèvres peintes en rouge sang, collabos en costume râpé, et tu repères Lucien au premier coup d'œil. Quarantenaire voûté, casquette rabattue sur un front luisant de sueur, 2 valises marron posées comme des pierres tombales sur le ballast. Il monte en seconde classe, compartiment bondé d'odeurs de tabac caporal rance et de corps mal lavé. Tu t'assois en face, feignant le chef de gare en civil. Journal. Le matin ouvert sur une photo truquée de Rommel, inspectant des bunkers atlantiques. Et Duval reste dehors, ombre tapie près du tender. Le convoi s'ébranle, dans un grincement d'essieux mal graissés, traversant les marais flamands, où les vaches broutent indifférentes sous les miradors hérissés de MG42, et Lucien sue, ses doigts tremblants froissant un faux laissez-passer, ignorant que le reçu de pressing, glissé dans sa veste par un indique du réseau fer, le ferrailleur de Roubaix, porte l'encre sympathique révélant les fréquences radio pour les U-boots en mer du Nord. À Arras, 0h34, il descend fumé, allumette tremblante, protégeant la flamme du vent coupant comme un rasoir. Tu le plaques contre la paroi du wagon-restaurant. Canon du Thompson enfoncé dans les côtes flottantes qui craquent comme du bois sec. Les fréquences pour les loups de mer, Lucien, et les plans des rampes de lancement V1 à Watten. Il nie d'abord, bafouille des « Je sais rien, monsieur, je suis mécano ». Mais le premier coup de crosse dans le plexus fait jaillir la vérité en hoquet. 4, 2 mégacycles, canal bêta. Code quotidien par pigeon voyageur depuis Épernay. Les rampes, oui, coordonnées 50°52 N, 2 droits de 12 E, béton coulé par les totes depuis mars. Chaque mot, un aveu arraché, relayé par talkie-walkie à Duval qui murmure déjà les cibles aux alliés
via un Lysander en attente sur un champ de betteraves près de Douai. Mais le train repart, et avec lui le chaos. Un Feldwebel en patrouille renifle l'air, bottes claquant sur le quai, et Lucien, paniqué, hurle « À l'aide! Espion !» Fusillade éclaire dans le wagon, balles. 45 ACP déchiquetant les banquettes capitonnées de crins de cheval, éclats de verre pulvérisant les vitres embuées, et Lucien s'effondre, gorge ouverte par un éclat de miroir, gargouillant un dernier nom, Olga, ministère, dossier 17B. Tandis que tu sautes du marchepied en marche, roulant dans un talus boueux puant l'engrais azoté, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Duval te ramasse à 0,12, le camion filant vers Paris sous un ciel qui s'ouvre enfin. Soleil pâle perçant les nuages, illuminant les cicatrices fraîches sur tes phalanges écorchées. La victoire, encore, mais creuse comme un crâne vidé. De retour au fort à 14h20, tu graves les coordonnées sur la carte dépliée, stylo bic grattant le papier pelure, sachant que les Lancaster de la RAF bombarderont Watten cette nuit, que les U-Boot couleront moins de Liberty Ships demain, mais que Lucien gisait là, yeux vitreux fixant le vide, un homme ordinaire broyé par les engrenages d'une machine infernale. Et déjà, le planton apporte un nouveau reçu de pressing, plié serré, imprégné de cette naphtaline qui colle à la peau comme un remords. Olga, la dactylo, 16h45. Ministère des Approvisionnements, rue de Grenelle. La guerre rote son haleine chaude dans ton cou, implacable, et tu charges le Thompson, cliquetis sec dans le silence du fort, épaules ployées sous le poids du prochain fantôme à invoquer. 16h42, rue de Grenelle. Façade haussmannienne lézardée par les V1 qui ont frôlé Paris la semaine passée. Odeur de chou-fleur bouilli et de tabac caporal flottant depuis les soupentes. Tu te fonds dans la foule des gratte-papiers, faux laissez-passer jauni cousu dans la doublure de ton veston usé. Inspecteur aux normes, direction du ravitaillement, chapeau incliné masquant les ecchymoses du matin. L'ascenseur grince comme un cercueil qui se referme, crachant son haleine huileuse au 3e étage, où Olga tape furieusement sur son Underwood, ongles rongés peints en rouge cochenille, jupe crayon tendue sur des hanches qui balancent au rythme de sa rage contenue. Elle t'aperçoit, pâlie sous le phare épais, et fin de trier des bons de carburant. Un clin d'œil complice, puis elle glisse un dossier sous le comptoir. 17B, les stocks de tungstène pour les tubes à neutrons, convoi blindé depuis le port du Havre, escorte SS Totenkopf, date gravée sur les rails à Évreux. Sa voix un murmure rauque, couvrant le cliquetis des machines à écrire. Mais un oberlieutenant surgit du bureau adjacent, monocle luisant sous les néons blafards, flairant l'intrus comme un Doberman. Fusillade étouffée dans les couloirs lambrissés. Balles 9 mm parabellum ricochant sur les appliques en bronze. Olga projetée contre le mur, poitrine déchirée par une rafale. Son dernier souffle un gargouillis sanglant. Le bunker. Ferme. Peenemünde. Tu ripostes. Thompson crachant le feu. Le Fritz s'écroule jambes écartées. Cervelle barbouillant le parquet ciré. Dévalant l'escalier de service, tu jaillis dans la cour pavée à 16h58. Vélo volé te propulse vers la Seine puante, où Duval t'attend dans une barque à fond plat, camouflée de roseaux. Radio clandestine à 17h15. Les mosquitos de la 2e TAF ajusteront leurs viseurs sur Évreux cette nuit, tungstène allemand en flammes, neutrons avortés dans leur berceau d'acier. Victoire bis. Mais le fantôme d'Olga hante tes phalanges encore tièdes de son sang, ses yeux accusateurs dans le reflet trouble de la Seine. Au fort, à 19h30, un nouveau pli arrive, cacheté à la cire noire. Pierre le Chauve, 22h, bistrot le Corbeau, place des Vosges. Armes lourdes en transit, code énigma partiel. La nuit avale Paris, sirène hurlant au loin, et tu graisses le colt, ombre parmi les ombres,
prêt à danser avec le diable une valse macabre de plus.